je reprends rapidement les idées essentielles. Hein. L'idée essentielle dans le petit cours vidéo que j'ai fait, c'est de vous rappeler que historiquement, on a commencé par mesurer la vitesse de la lumière. Donc ça, c'est le XVIIe siècle. Ensuite, on s'est aperçu d'une chose très bizarre sur la lumière, c'est que sa vitesse ne dépend pas du référentiel. Ça, c'est complètement contradictoire avec notre intuition et c'est contradictoire avec la transformation de Galilée. Et puis, le jour où on s'est aperçu que la lumière était une onde électromagnétique, on s'est demandé, qui dit onde électromagnétique dit équation de Maxwell, on s'est demandé si les équations de Maxwell étaient vraiment vérifiées dans tous les référentiels, et on s'est aperçu que oui aussi. Or, l'invariance des équations de Maxwell, l'invariance de la vitesse de la lumière, toutes les deux, tout ça c'est complètement contradictoire avec la transformation de Galilée. Alors, je rappelle, la transformation de Galilée, ce sont les équations mathématiques qui permettent de passer d'un référentiel galiléen à un autre référentiel galiléen. Voilà. Donc, si il est vrai que les équations de Maxwell sont invariantes, s'il est vrai que la vitesse de la lumière est invariante par changement de référentiel, alors forcément les équations de Galilée, la transformation de Galilée, elle est forcément fausse. Hein. Voilà en résumé, en 30 secondes, le résumé de ce que j'ai dit dans la vidéo. Donc, il faut trouver autre chose qui va remplacer la transformation de Galilée. Et cette transformation, on va le faire aujourd'hui, on va en faire une démonstration. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui la transformation de Lorentz. Alors, le bilan que j'avais donné dans la vidéo, c'est qu'à la fin de toutes ces expériences, les lois de la mécanique, les lois de l'électromagnétisme sont effectivement vraies telles que l'ont donné Newton et Maxwell dans tous les référentiels. La transformation de Galilée est fausse. Alors, comment remplacer la transformation de Galilée? Parce que le problème, c'est qu'elle nous semble extrêmement intuitive. Hein, et tout ce qui, en physique, tout ce qui est apparu pendant un certain temps intuitif a posé problème longtemps, c'est normal. Quand vous avez l'intuition de quelque chose, si c'est faux, malheureusement, cette intuition elle risque de rester longtemps dans votre cerveau. Et même quand je vais vous faire la démonstration de Lorentz, quand on va passer aux exercices, c'est évident que pour beaucoup d'entre vous, ça va être difficile de se débarrasser complètement de la notion intuitive de temps absolu. Hein, vous allez voir, ça va ressurgir tout le temps, mais sans que vous vous en doutiez. Vous allez poser des questions, c'est inévitable, qui en fait sont basées sur la notion de temps absolu. Donc la bonne réponse, ça sera toujours de se demander, mais au fait, comment définit-on concrètement le temps? Alors c'était l'idée d'Einstein, quelque chose qu'on ne peut pas définir autrement que par l'intuition, ça n'existe pas en physique. Il faut trouver une expérience qui permette de définir la grandeur en question. Donc par exemple, dire que deux événements sont simultanés, qu'est-ce que ça veut dire en soi? C'est très facile à dire lorsque les deux événements apparaissent au même endroit, mais s'ils apparaissent à deux endroits différents, ça reste juste une notion un peu floue. Donc l'idée c'est d'échanger des signaux, hein, comme je l'ai montré dans la vidéo. Alors, les postulats qui vont permettre de remplacer la transformation de Galilée, c'est ces deux postulats de la relativité qui sont officiellement au programme de Terminales. Donc, premier postulat, tous les référentiels galiléens sont valables pour faire de la physique. C'est-à-dire que toutes les lois de la physique. Et alors, les lois de la physique, ça veut dire quoi? Ça veut dire non seulement les lois de la mécanique, mais aussi toutes les autres lois, par exemple les équations de Maxwell. Toutes ces lois s'écrivent de la même façon dans tous les référentiels galiléens. Pour la mécanique, on le savait. Il n'y a pas de problème pour la mécanique. Hein. Vous avez bien vu, j'ai fait même un rappel de la démonstration de la mécanique classique. Il n'y a aucun problème pour les lois de Newton. Les lois de Newton sont invariantes par transformation de Galilée. Le problème, il arrive pour les équations de Maxwell, et donc aussi pour la vitesse de la lumière. Là, il y a incompatibilité. Eh bien, Einstein prend en 1905 donc, le contre-pied et dit on va partir du résultat expérimental. Le résultat expérimental, c'est invariance de la vitesse de la lumière et validité des équations de Maxwell dans tous les référentiels. Voilà. Ce qui est incompatible avec la transformation de Galilée. Ben, on le prend comme hypothèse. Et on va regarder ce qu'on peut modifier d'autre. Et puis, deuxième partie du postulat, la lumière est une onde électromagnétique qui se propage toujours à la même célérité. Alors, si on ne parle pas d'onde, on dit en plus que la lumière, sa vitesse est indépendante de la source. Bon, s'il s'agit d'une onde, il est évident que c'est indépendant de la source.
quand vous avez une onde qui se propage, quelle que soit la vitesse de la source, la vitesse de propagation de l'onde est toujours la même. Alors, ce deuxième postulat, en fait, il n'est pas indispensable. On croyait, à l'époque d'Einstein, quand il a écrit son article en 1905, il pensait que c'était indispensable de faire ça. Et puis, pourquoi parce que dans sa démonstration, c'est la démonstration, je vais faire une variante après de la démonstration d'Einstein en 1905, dans sa démonstration, il utilise, et nous on va utiliser aujourd'hui l'invariance de la vitesse de la lumière. On va utiliser un de ces postulats dans la démonstration mathématique. Aujourd'hui, on sait qu'il existe des démonstrations, donc on l'a su quelques 20 ans après cette démonstration originale. On a réussi à retrouver tous les résultats de la relativité restreinte en se passant complètement de ça. C'est-à-dire que simplement ce postulat-là nous permet d'aboutir à l'existence d'une vitesse, et on ne sait pas de quoi a priori, mais une vitesse qui doit être invariante dans tous les référentiels. Et là, on revient à la physique et on dit, s'il y a une vitesse invariante, c'est quoi? Soit cette vitesse c'est l'infini, et dans ce cas, l'infini, vous changez de référentiel, ça reste l'infini. Dans ce cas, on tombe sur les équations de Galilée. Soit cette vitesse invariante, c'est ce qu'on a constaté expérimentalement, c'est vrai pour la lumière. La lumière, on suppose alors que la lumière a une vitesse invariante, et on tombe sur les mêmes équations. Alors, on peut dire aussi aujourd'hui que finalement ce deuxième postulat, c'est une conséquence du premier. Parce que si vous admettez les équations de Maxwell, si vous admettez que la lumière c'est une onde électromagnétique, dire que la physique, les équations de la physique sont les mêmes dans tous les référentiels, ça veut dire que la célérité de la lumière est la même dans tous les référentiels. Voilà. Donc on peut considérer ça comme une conséquence en fait de ce premier postulat. Donc il est doublement pas indispensable. Mais historiquement, ça a joué un rôle important. S'il n'y avait pas eu cette idée-là, je ne sais pas si Einstein aurait réussi à faire sa démonstration. Voilà. Alors, quoi qu'il en soit, je vous avais proposé une petite réflexion déjà avec des avions. On fait une expérience de pensée. C'est-à-dire on essaie juste de rester logique. Et la simple logique va nous amener à certaines conclusions surprenantes, si on respecte le postulat de l'invariance de la physique dans tous les référentiels. Donc, vous avez un passager au milieu d'un avion qui prend une photo, qui émet de la lumière dans toutes les directions avec son flash. Et si le passager est bien au milieu de l'avion, nous plaçant dans le référentiel de l'avion, alors l'avion ici il est censé avancer à vitesse rectiligne uniforme par rapport au référentiel terrestre. Si on admet que le référentiel terrestre est un assez bon référentiel galiléen, alors le référentiel de l'avion c'est aussi un bon référentiel galiléen. Bon, donc dans ce référentiel galiléen, la célérité de la lumière est la même dans toutes les directions, l'espace se comporte de manière isotrope. Et donc, si le flash part bien du milieu, il va arriver, à l'évidence, en même temps, aux deux extrémités. Donc, c'est en fait précisément, c'est une des façons qu'on a, des façons équivalentes qu'on a de synchroniser des horloges dans un certain référentiel. On place des horloges en A et en B. On se débrouille pour que M soit le milieu de AB. Et à l'arrivée des flashs sur chacune des horloges, on dit, on s'est concerté à l'avance, on va donner la même indication de temps. Mettons qu'on donne l'indication 3. Alors, j'ai besoin de préciser les unités. Si on prend un avion de taille vraisemblable, les unités, elles sont très très courtes. Mais peu importe, ce n'est pas l'unité qui pose problème ici. C'est la même indication. Donc voilà, synchronisation, ça c'est juste la synchronisation des horloges de l'avion dans le référentiel de l'avion. Donc, la question ensuite se posait de la représentation des indications de ces horloges, mais cette fois dans le référentiel terrestre. Alors, dans le référentiel terrestre aussi, c'est l'un des postulats, la lumière se propage à la vitesse c, la même célérité c, dans toutes les directions. Autrement dit, donc, pour un observateur ici au sol, qui coïncide momentanément avec le point M, eh bien, la lumière se propage vers la gauche et vers la droite à la même célérité. Or, l'avion avance en permanence vers la droite. Pendant que ce rayon lumineux part vers l'arrière,
l'avion, il avance. Donc, dans le référentiel terrestre, ce rayon lumineux, il aura parcouru un chemin plus court que le rayon qui se propage, lui, vers l'avant de l'appareil. Dans le référentiel terrestre, lorsque ce rayon aura atteint l'avant de l'appareil, il aura aussi rattrapé l'avant de l'avion qui se sera déplacé un petit peu vers la droite. Vous voyez ? Donc, le rayon dans le référentiel terrestre, le rayon lumineux qui part vers l'arrière, parcourt un chemin plus court avant d'atteindre l'horloge arrière que le rayon lumineux qui part vers l'avant. Et pourtant, ces deux rayons avancent à la même célérité. Donc, il est assez clair que lorsque lorsque la lumière atteint le point A dans le référentiel terrestre, elle n'a pas encore atteint le point B. Bon, alors maintenant, si on se rappelle de la définition de la synchronisation des horloges, la définition du temps finalement, la conclusion inévitable, c'est que lorsque l'indication de cette horloge ici nous dit que le rayon vient d'arriver, je vous rappelle, 3, l'horloge arrière indique 3 lorsque le rayon arrive ici, lorsque la lumière arrive à l'arrière. D'accord ? Eh bien, comme on vient de dire qu'à cet instant-là, dans le référentiel terrestre, la lumière n'est pas encore arrivée à l'avant, forcément, qu'est-ce qu'on peut dire de l'indication de l'horloge qui est ici ? Suggestion ? 4, ça serait 4 ? Alors, parce que j'entends ça. Pourquoi ça ne peut pas être 4 ? 4, ça voudrait dire quoi ? 4, c'est après 3. On va prendre une horloge quand même sympa qui indique 1, 2, puis 3, puis 4, etc. dans cet ordre-là. D'accord ? Alors, si elle indiquait 4, cette horloge, ça voudrait dire quoi ? Ça voudrait dire qu'elle a déjà indiqué 3. Mais au moment où elle indique 3, cette horloge, avant qu'il soit 4 heures, à un moment, il est 3 heures. Vous êtes d'accord ? Alors, des fois, en relativité, il y a des phrases qui peuvent sembler très évidentes, puis bon, dans un autre contexte, ça semble plus compliqué. Avant d'avoir indiqué 4 heures ou 4 secondes, elle a indiqué 3 secondes. D'accord ? Alors, oublions les unités. Avant d'avoir indiqué 4, elle a indiqué 3. Mais s'il indiquait 3, quand est-ce qu'elle indique 3 ? On a dit, par définition, tout à l'heure, il s'agit bien des horloges de l'avion. Hein. Je représente dans le référentiel terrestre les indications des horloges de l'avion. Quand est-ce qu'elle indique 3 ? Elle indique 3, voir le schéma précédent, lorsque la lumière arrive à l'avant. D'accord ? Donc, ça voudrait dire que la lumière est déjà arrivée à l'avant, alors qu'elle est arrivée à l'arrière. Or, dans le référentiel terrestre, il est clair que la lumière n'est pas encore arrivée à l'avant. Autrement dit, qu'est-ce qu'on peut dire ? Je ne vous demande pas l'indication, mais juste qu'est-ce qu'on peut dire logiquement de l'indication de l'horloge à ce même instant du référentiel terrestre ? Oui ? C'est inférieur à 3, strictement inférieur à 3. Voilà, c'est tout ce qu'on peut dire. Alors, mettons, là c'est moi qui le pose, et ce que je vais dire maintenant, ça impose juste une certaine vitesse pour l'avion, on va voir après pourquoi. Mettons que cette indication, ce ne soit pas 3, ça doit être inférieur à 3, mettons que ce soit seulement 1. D'accord ? Ça veut dire que l'avion va très vite, très très vite. Ce que je représente sur ce schéma, ce sont les indications des horloges de l'avion, mais à un instant donné du référentiel terrestre. C'est-à-dire que si vous voulez ici, si vous avez des horloges au sol qui sont synchronisées dans le référentiel terrestre, ces horloges au sol, elles indiquent toutes la même indication, peu importe ce que c'est. On n'a pas besoin de réfléchir là-dessus pour l'instant. Au sol, elles indiquent toutes la même indication. Mais je ne parle pas de ces horloges du référentiel terrestre. Ici, je parle d'une photographie de l'avion et de ses horloges à un instant donné du référentiel terrestre. Eh bien, ce que je viens de dire, c'est que sur cette photographie dans le référentiel terrestre, si je vois 3 ici, je ne peux pas voir 3 ici. Je dois voir une indication plus petite. Donc, par exemple, 1. Alors, je reprends ça en complétant le raisonnement là, avec d'autres petites images. Ça, je passe sur le deuxième polycopier. Ça représente de nouveau ce qui se passe dans le référentiel de l'avion. J'ai un flash qui est pris à un instant donné au milieu de l'appareil. La lumière de ce flash se propage dans le référentiel de l'avion à la même vitesse vers la gauche et vers la droite, c'est-à-dire que vous avez la même distance là et là. Donc ça, c'est le front d'onde de la lumière qui est émise. Et donc,
aux mêmes instants, par définition des horloges de l'avion, si elles sont bien synchronisées, aux mêmes instants dans le référentiel de l'avion, j'ai les mêmes indications. Donc jusqu'ici, tout va bien. Et je reprends ce que je viens de dire juste avant. Je passe dans le référentiel terrestre, et c'est là que ça devient un peu plus surprenant. On prend un flash à partir du milieu de l'appareil. Eh bien, dans le référentiel terrestre, aussi, la lumière se propage vers la gauche et vers la droite à la même célérité. C'est-à-dire que si je garde toujours la même abscisse initiale, par rapport à cette abscisse initiale au sol, ça trace au sol, eh bien la lumière se propage à la même célérité. C'est-à-dire que j'ai la même distance là et là, la même distance là et là. Bon, ici on dirait que c'est un tout petit peu plus grand à droite peut-être qu'à gauche. Bah, c'est PowerPoint, là j'ai pas réussi à bien le caler. Mais la célérité de la lumière est la même dans le référentiel qu'on aille vers la gauche ou vers la droite. Donc là, on voit bien que pendant que l'avion se déplace vers la droite, eh bien, puisque l'avion se déplace vers la droite, eh bien, l'arrière, dans le référentiel terrestre, lorsqu'il est atteint, l'avant n'est pas encore atteint. Donc, si on en est bien à cet instant 3, l'instant 3, par définition, je vous rappelle, c'est l'instant auquel la lumière arrive à l'arrière de l'avion. C'est la définition de l'instant 3, parce qu'il s'agit d'une horloge de l'avion. Donc, quand on est à l'instant 3 ici à l'arrière, on n'est pas encore à l'instant 3 à l'avant. Donc, mettons qu'on soit à l'instant 1. Donc, on va faire plus rigolo maintenant. On va prendre deux avions. Vous avez un avion qui continue vers la droite, c'est celui dont on vient de parler. Et je représente encore, et dans toute la suite des dessins, j'insiste là-dessus, je représente ce que l'on voit à un instant donné dans le référentiel terrestre. C'est-à-dire que c'est à un instant donné du référentiel terrestre. Toutes les horloges du référentiel terrestre indiquent toutes la même indication, peu importe laquelle. C'est la même partout dans le référentiel terrestre. Sauf que ce que je représente ici, ce ne sont pas des horloges du référentiel terrestre, ce sont des horloges qui sont bien synchronisées dans le référentiel de cet avion. Les deux horloges qui sont là sont bien synchronisées dans le référentiel de l'avion. Les deux horloges qui sont ici sont bien synchronisées dans le référentiel de cet avion. Voilà, les deux horloges que je mets aux extrémités des avions, ça donne des indications des horloges de l'avion à un même instant du référentiel terrestre. Vous voyez, ce qui est nouveau par rapport à la mécanique classique, c'est que je suis obligé de préciser à un même instant du référentiel terrestre. Ça semble tellement évident en mécanique classique. On dit à un instant donné. Eh bien, le problème, c'est qu'à un instant donné, ça n'a pas la même signification dans le référentiel terrestre, dans cet avion et dans cet avion. Voilà. C'est pour ça que je précise bien ça. Alors, tout à l'heure, on avait ce dessin-là. Il est assez clair, sans passer 10 minutes à refaire le raisonnement, il est assez clair que si je prends un avion qui se balade dans l'autre sens, un avion identique. C'est-à-dire que quand ils sont au repos, l'un à côté de l'autre, ils ont exactement les mêmes caractéristiques, c'est la même marque, tout ça, tout ce que vous voulez. Bon, sauf qu'eux, ils se croisent. Ils se croisent et en allant à la même vitesse. Tiens, je ne l'ai pas précisé ça. Bon, alors si c'est le cas, il est évident par symétrie, puisque l'espace se comporte de la même façon vers la gauche et vers la droite, il est évident que les indications des horloges des deux avions sont exactement inversées. Bon, donc maintenant, on va comparer ce qui se passe entre les deux avions. Imaginez, vous êtes un passager de l'un des deux avions. Donc mettons, je dis l'avion du bas, mettons que vous êtes ici, vous êtes pilote de l'avion du bas, puis vous avez votre horloge et vous croisez un autre avion. Alors, quand je dis croiser, en principe, pour que les choses soient parfaitement bien définies, il faudrait que les deux avions se croisent, mais vraiment au même point, c'est-à-dire qu'il faudrait qu'ils se percutent. Bon, le problème, c'est que j'aimerais bien quand même qu'ils continuent pour qu'on puisse continuer à raisonner, mais ils se croisent vraiment très très près l'un de l'autre. Donc, on ne va pas s'attacher à la distance qui est là, on va faire comme si ces deux avions étaient très très proches, quasiment en contact l'un avec l'autre. Comme ça, il n'y aura pas de question à se poser sur le temps de propagation de la lumière entre là et là, etc. C'est au même endroit. Quand il y a un croisement ici, c'est au même endroit que ça se produit. Il n'y a pas d'ambiguïté sur la simultanéité de deux événements qui ont lieu au même point. Donc on se débrouille pour que ces croisements aient lieu bien en un point donné. Alors,
Regardons maintenant, donc on s'imagine, comme je disais, pilote de l'avion du bas, et on regarde sa montre à soi, ça c'est l'horloge de quelqu'un qui est dans l'avion du bas, à l'avant de l'appareil. On regarde sa montre au moment où on croise l'arrière de cet avion-là. Donc qu'est-ce qu'on voit? Bah, tiens, on se dit, cet avion, l'avion qui est au-dessus de nous, je viens de croiser son arrière à l'instant 1. Et puis, vous avez une autre personne dans l'avion qui a la même horloge, qui est synchronisée avec celle de l'avant. Tout est parfait comme dans le référentiel terrestre. Les deux horloges, avant et arrière, dans le référentiel de l'avion, sont parfaitement synchronisées, je vous rappelle. Bon, donc vous avez une personne qui est à l'arrière, qui regarde sa montre lorsque il voit l'avant de l'appareil qui arrive sur lui. Et il regarde sur sa montre, il voit, tiens, c'est à l'instant 3 seulement à l'instant 3, que nous avons croisé l'avant de l'appareil du dessus. Oui, si c'est bien synchronisé, comment est-ce que ils sont censés avoir le même horaire? Alors, je répète, ce schéma, comme les schémas qui vont arriver après, ils sont réalisés non pas à un instant donné du référentiel de l'avion du bas, ils sont réalisés tous à un instant donné du référentiel terrestre. Donc il faut imaginer ici que dans le référentiel terrestre, j'aurais peut-être pu rajouter plein de petites horloges qui indiquent toutes la même indication dans le référentiel terrestre. Mais ces deux horloges sont bien synchronisées dans le référentiel de l'avion. Elles sont parfaitement synchronisées en tout point. Quand on est dans le référentiel de l'avion, il n'y a aucun problème. Bon, alors qu'est-ce que vont conclure les passagers de cet avion? Ils peuvent se rejoindre, bon, ils font une petite pause, le pilote, il y a un copilote en général, donc il peut aller prendre une petite pause café en voiture-bar, au milieu de l'appareil, mettons. Enfin, dans les TGV, c'est au milieu, dans les avions, je ne sais pas, il n'y a pas de voiture-bar. Mais bref, ils peuvent se rejoindre, puis réfléchir un petit peu à ce qu'ils ont vu, à ce qu'ils ont mesuré. Alors, des fois, je vais peut-être éviter l'expression « ce qu'ils ont vu ». Quand je dis on prend une photographie des deux appareils à un instant donné, qu'est-ce que ça veut dire? C'est au sens d'une empreinte. Imaginez que ces avions laissent à un instant donné du référentiel terrestre une certaine empreinte. Et on réfléchit sur ces empreintes-là. On ne s'intéresse pas au temps de propagation de la lumière jusqu'à notre œil. Quand je dis on prend une photographie, ce n'est pas ça qui m'intéresse. C'est la réalité physique. Ce n'est pas le temps de propagation de la lumière jusqu'à moi. Bref, ces deux passagers vont se rejoindre en voiture-bar et vont faire une petite discussion. On va essayer de comprendre ce qui vient d'arriver. On a un avion qui nous a rasé, alors déjà, bon, rasé de très très près, par-dessus, et on voudrait savoir si nos représentations, nos mesures sont cohérentes. Eh bien, le passager qui est à l'avant, le pilote, va dire, bah, ok, pour moi, c'était à l'instant 1 que l'arrière de l'avion est passé. Celui qui était à l'arrière, il va dire, ah tiens, bah, pour moi, c'était seulement à l'instant 3 que l'avant de l'avion nous a croisés. Alors la question, alors peut-être que déjà vous pouvez compléter, qu'est-ce que j'ai mis là pour l'avion du bas, bah, compléter, comme ça vous voyez je vois tout de suite si vous suivez ce que je suis en train de raconter. Et puis surtout, la conclusion intéressante, ça va être à la fin. Oui? Mais comme ils sont tous les deux dans l'avion, et qu'ils se rencontrent dans l'avion, ils étaient tous les deux et ils sont restés dans le référentiel de l'avion. Oui, c'est ça. Enfin, ils ont les mêmes horloges, non? Ils ont les mêmes? Ils ont les mêmes horloges puisqu'elles sont synchronisées dans le référentiel. Attention, oui, ils ont les mêmes horloges qui sont synchronisées, simplement. Ce qu'ils constatent, c'est que l'arrière a été croisé ici à l'instant 1 et l'avant a été croisé ici à l'instant 3. D'accord ? Ah non. Ce sont les indications des horloges de l'avion. Ça. Ce ne sont pas les horloges du référentiel terrestre. Cette image, encore une fois, c'est une empreinte de ce qu'il se passe à un instant donné du référentiel terrestre, mais ce sont bien les horloges de l'avion. Donc le gars qui est là, c'est bien quand il voit 1 sur son horloge qu'il y a ce croisement-là. Celui qui est là, c'est bien lorsqu'il y a 3 sur son horloge qu'il y a ce croisement-là. D'accord ? Ce sont bien les horloges de l'avion. Alors, donc si on complète, pour l'avion du bas, A croise la queue de l'avion du haut, à l'instant, qu'est-ce qu'on met? À l'instant t égale 1.
On ne précise pas l'unité. B ne croise la tête de l'avion du haut qu'à l'instant T' égale 3. Oui, je suis d'accord, c'est bizarre. Mais c'est pas fini, c'est encore pire après. Bon. Alors la conclusion, voilà, ce qui m'intéresse maintenant, c'est la conclusion logique. Bon, c'est une expérience de pensée. Tout est basé là sur la logique. Quelle est la conclusion logique que vont tirer les deux passagers de l'avion du bas quand ils ont comparé leurs horloges? À quelle conclusion ils sont inévitablement amenés? Alors je vous laisse y réfléchir quelques secondes, puis j'écoute les propositions. Alors, proposition. Alors, qu'est-ce qui est plus petit? L'avion du haut est forcément plus petit. Alors, je vous l'explique. Voilà. Si vous avez une grande règle et une petite règle, regardez ce qui se passe. Je fais l'équivalent de ça là. À l'instant 1, vous voyez, ça c'est l'avion du bas. On va montrer que les passagers de l'avion du bas constatent que l'avion du haut est plus petit que le leur. Comment on le montre? Eh bien, regardez, à l'instant 1, voilà ce qui se passe. Vous avez l'avion du haut qui va croiser l'avion du bas. Donc, à l'instant 1, on en est là. Le pilote, il se trouve forcément à l'avant. Il se trouve à l'avant. À l'instant 1, le pilote constate que la queue de l'avion du haut est en train de les croiser. Eh bien, l'avion du haut continue. Il est plus petit, hein. Il continue, voilà. Ça dure 2 unités de temps. Et au bout de 2 unités de temps, la personne qui est au fond là-bas constate que, tiens, il y a l'avant de l'appareil du dessus qui les croise. Et puis l'avion du haut continue. Vous êtes d'accord que ces indications sont parfaitement cohérentes avec l'idée que l'avion du dessus est plus petit que l'avion du dessous. Voilà, c'est la conclusion inévitable à laquelle on est amené. Autrement dit, chose bizarre qu'on va quantifier après en relativité, eh bien, même si j'ai dit au départ qu'il s'agit de 2 avions identiques, eh bien, on est obligé de conclure tout à fait logiquement que l'avion du haut apparaît plus petit que l'avion du bas. D'accord? Et assez nettement plus petit. Autrement dit, c'est quelque chose d'assez révolutionnaire, c'est aussi révolutionnaire que la dilatation du temps, qu'on verra juste après. La longueur d'un objet, ça n'existe pas. Il n'y a que des mesures de longueur. On ne peut pas dire quelle est la longueur d'un objet comme ça. Il faut préciser dans quel référentiel est mesurée cette longueur. Si vous avez un objet qui est immobile devant vous, là, vous pouvez dire indubitablement, voilà, sa longueur est de temps. Sauf que si cet objet est en mouvement par rapport à vous, eh bien, mesurer sa longueur, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans votre référentiel, vous allez dire à un instant donné de mon référentiel, où sont placées, quelles sont les abscisses de l'avant et de l'arrière. Eh bien, la différence entre ces deux abscisses, elle dépend de la vitesse de l'objet. Pour l'instant, c'est sans aucun calcul. On arrive à cette conclusion logique. Donc après, on va rajouter, là, juste après, je vais faire une démonstration de la formule de Lorentz. On va retrouver ça par le calcul. Mais l'idée, elle est déjà là. C'est inévitable. La longueur d'un objet n'existe pas en soi. À la limite, on peut parler, la seule chose qui ait une valeur intrinsèque, c'est la longueur de cet objet quand il est au repos par rapport à nous. C'est ce qu'on appellera une longueur propre. Toutes les autres longueurs, qu'on appelle longueur impropre, on ne peut pas les donner à l'avance. Ça dépend de la vitesse de l'objet par rapport à nous. Voilà. Conclusion surprenante, mais inévitable. Voilà, donc conclusion. L'avion du bas constate que l'avion du haut est plus petit que lui. Okay. Alors, une remarque quand même. On est en relativité. Principe de base de la relativité, c'est que tous les référentiels galiléens sont équivalents. Si ces deux avions avancent à la même vitesse et qu'ils avancent de manière rectiligne uniforme, comme on l'a dit précédemment, mais il est clair que je peux reprendre tous les arguments que j'ai pris pour l'avion du bas en me plaçant dans l'avion du haut.
je vais redire exactement les mêmes phrases dans le cas de l'avion du haut, simplement j'aurais inversé le sens des horloges. La conclusion, c'est que pour les occupants de l'avion du haut, qu'est-ce qu'on peut dire de l'avion du bas? Et plus petit aussi. Je continue un petit peu l'argument, je prends une situation ultérieure. Voilà, les avions viennent de se croiser. Donc il s'est écoulé un certain temps en plus. Alors regardez, tout à l'heure j'étais à l'arrière de l'appareil, j'étais à l'instant 3. Maintenant, à l'arrière de l'appareil, j'en ai à l'instant 4. Donc il s'est écoulé une unité de temps. Voilà, en une unité de temps, on constate que l'avion du haut, il était là. Il s'est décalé par rapport à l'avion du bas, il s'est décalé d'une longueur, de sa longueur, de sa propre longueur. Donc pour l'avion du bas, en une unité de temps, l'avion du haut s'est décalé de sa propre longueur. Voilà, on peut mettre ça. Ici, voilà, regardez, je le refais avec l'image d'avant, c'était comme ça. Ça, c'est l'avion du haut qui se balade vers la gauche. Ça, c'est l'avion du bas. Eh bien, on était comme ça à l'instant 3 pour l'horloge de l'arrière de l'avion du bas. Et à l'instant 4 de l'horloge de l'avion du bas, on en est comme ça. Donc, il s'est décalé d'une longueur, de sa propre longueur, en une unité de temps. C'est décalé, alors peut-être, ok, puisque la question m'est posée, c'est peut-être pas assez explicite. L'avion du haut s'est décalé par rapport, on enlève le 2, l'avion du haut s'est décalé par rapport à l'avion du bas d'une longueur d'avion. J'ai fait 4 dessins qui représentent successivement ce que l'on voit dans le référentiel de l'avion du bas. Donc là, ce n'est pas dans le référentiel terrestre, c'est dans le référentiel de l'avion du bas. Évidemment, si je me place dans le référentiel de l'avion du bas, toutes les horloges de l'avion du bas sont synchronisées entre elles. Parce que par définition, je fais une représentation dans le référentiel de l'avion du bas. Donc là, on est à l'instant 1 de l'avion du bas, à l'instant 2, à l'instant 3, à l'instant 4 de l'avion du bas. Et je vais représenter les indications de toutes les horloges des deux avions à ces instants-là. Alors, je reprends l'argument que j'ai donné tout à l'heure, voilà, c'est visualisé directement. Ici, l'avion du haut croise la tête de l'avion du bas à l'instant 1, et ce n'est que à l'instant 3 que l'avion du haut croise la queue de l'avion du bas. Bon. Et en plus, je viens de rajouter, si on attend une unité de temps, eh bien, l'avion du haut, par rapport à l'avion du bas, il se décale d'une longueur d'avion. Voilà. S'ils se décalent d'une longueur d'avion, comme ils avancent toujours à vitesse constante l'un par rapport à l'autre, eh bien, c'était vrai avant. Quand je passe de l'instant 1 à l'instant 2, l'avion du haut s'était décalé d'une propre longueur, de sa propre longueur par rapport à l'avion du bas. Voilà. C'est pour ça que de là à là, quand je passe de l'instant 1 à l'instant 2, l'avion du haut il se déplace d'ici à là. C'est-à-dire que la nouvelle position de la queue, ça sera ici. Voilà, c'est ce point-là. C'était vrai donc à l'instant 1, entre l'instant 1 et l'instant 2, entre l'instant 2 et l'instant 3, et c'est encore vrai entre l'instant 3 et l'instant 4. Bon, la conclusion qui se voit, je trouve que ça se voit sur ce graphique, enfin si je l'ai à peu près bien fait, c'est que, qu'est-ce qu'on peut dire de l'avion du haut par rapport à l'avion du bas? Il est 3 fois plus petit, précisément. Donc, je regarde ensemble ce que vous devez compléter. L'avion du bas constate que l'avion du haut est 3 fois plus petit que lui. Voilà. Donc, cette valeur 3 fois plus petit, ce n'est pas une valeur particulière en relativité. En fait, ce 3, il vient d'où? Il vient du fait que j'ai imposé, j'ai dit, mettons que entre cette situation-là et cette situation-là, il s'est écoulé une unité de temps. Voilà, ça vient de là. Ça impose le 3 fois plus petit. Et de manière générale, la longueur d'un objet, je disais, dépend de la vitesse de cet objet par rapport à vous. Donc, ça peut être plus que 3. Alors, aujourd'hui, pour des objets macroscopiques comme les avions, on ne sait pas faire des vitesses pareilles. Mais on sait très bien faire circuler des particules dans des synchrotrons ou dans des accélérateurs de particules. Donc, on sait très bien les faire circuler à des vitesses qui sont très nettement supérieures à ce qu'on voit ici. On a des objets, des électrons par exemple dans les synchrotrons qui s'approchent de la vitesse de la lumière à plus de 99,9%.
D'accord? Et donc dans ce cas, ces effets-là, ils sont encore d'autant plus forts. Hein. On va voir que plus on se rapproche de la vitesse de la lumière, ça peut vous sembler peut-être déjà intuitif à cause du raisonnement qu'on a fait. Le raisonnement qu'on a fait est basé sur la lumière. Hein. Donc plus on s'approche de la vitesse de la lumière, plus cet effet de contraction des longueurs, comme on le dit en relativité, va être important. D'accord? Voilà, donc je peux très bien me débrouiller pour que la mesure de longueur de cette règle, qui est censée être une règle étalon de 1 mètre, pour qu'elle m'apparaisse comme une règle de 1 mm, il suffit qu'elle aille suffisamment vite par rapport à moi. Et j'aurai aucun moyen, ce ne sera pas une illusion d'optique, hein, j'aurai aucun moyen de dire que cette règle en fait fait 1 mètre. Non, elle fera vraiment 1 mm dans mon référentiel. Voilà. Si elle va assez vite. Alors, une petite question de vocabulaire. Donc, on voit qu'on a déjà 2 longueurs. Hein. Donc, on a ici la longueur de l'avion qu'on mesure dans le référentiel de l'avion du bas. Hein. L'avion du haut, il bouge dans le référentiel de l'avion du bas. Du fait qu'il bouge, quand on fait la mesure, on dit que la longueur qu'on obtient, c'est une longueur impropre. Voilà, c'est juste une définition. On appelle ça une longueur impropre. Pour faire une mesure de longueur propre, il faut avoir en face de soi un objet qui ne bouge pas. Ce n'est pas un problème technique, hein, vous avez compris. C'est juste que la définition même de la longueur, la mesure de la longueur doit forcément varier en fonction de la vitesse. Donc lorsque l'objet est immobile par rapport à moi, je mesure sa longueur, bah ça c'est une notion, ça a quand même une signification intrinsèque. Hein. Chaque fois que je vais mesurer la longueur de cet objet, je vais obtenir la même chose lorsqu'il est immobile devant moi. Ça c'est ce qu'on appelle la longueur propre de l'objet. Voilà. Donc, c'est ce que je dis ici, dans son propre référentiel, l'avion du bas est immobile et la longueur qu'il s'attribue est une longueur propre. Donc, des fois, s'il y a ambiguïté, je vais mettre des indices, longueur propre, longueur impropre. Ici, avec les vitesses des 2 avions hein, qu'on vient de voir, ce que l'on constate, ce que l'on conclut, c'est qu'est-ce qu'on peut dire de la longueur propre par rapport à la longueur impropre. Qu'est-ce qu'on vient de dire? Oui, quantitativement, 3 fois plus grande. Donc ici, vous pouvez écrire, la conclusion, c'est que ici, et je dis bien ici, ça veut dire quoi? Ça veut dire pour les vitesses des avions que j'ai imposées. Hein, en fait, implicitement, quand je dis qu'on passe de cette situation à celle-là en unité de temps, en fait, ça veut dire que j'impose les vitesses des avions. Bon, ben, pour ces vitesses-là, la longueur propre est égale à 3 fois la longueur impropre. Donc LP égale 3 fois LI. Et donc pour des particules qu'on arrive à accélérer dans les synchrotrons et dans les accélérateurs comme au CERN, on arrive à faire beaucoup plus fort que ça. On arrive à, très couramment à des facteurs, non pas 3, mais des facteurs de l'ordre de plusieurs milliers. Ça, c'était les longueurs. Je reviens maintenant à la formule de terminale. Je l'explique d'abord sans calcul, et puis après, on va voir avec la transformation de Lorentz, avec les calculs. Alors, je m'intéresse à l'avion du haut. Imaginez que je suis passager de l'avion du haut, ici, et je représente les 2 situations qu'on vient de discuter. Il y a première situation, les 2 avions sont l'un au-dessus de l'autre, hein, on pourrait dire. Voilà. Il y avait ce croisement-là. Et puis, deuxième situation, ce sont les queues qui se croisent. Et donc, imaginons que je suis dans l'avion du haut, et mon horloge, là, je suis dans la queue de l'avion du haut. Mon horloge, c'est représenté par le point rouge. Hein. C'est là encore le cas dans la figure de droite. Je représente ici les indications des horloges dans le référentiel terrestre. Hein. Je vous rappelle, quand on avait fait ce dessin et ce dessin-là, ce sont les indications de toutes les horloges à un instant donné du référentiel terrestre. Bon. Alors, d'après les horloges de l'avion A, regardez ce qui se passe. Imaginez que vous êtes passager ici. À l'instant 3, vous voyez le croisement là, avec l'avant de l'appareil du dessous. Et à l'instant 4, ben, vous voyez le croisement avec la queue de l'avion du dessous. Toujours d'après votre horloge à vous, passager arrière de l'avion du haut. Bref, d'après les horloges de l'avion du bas, le passage de ce point, alors bon, c'est un point rouge ici, chez vous c'est un point noir, peu importe, ce passage, c'est-à-dire le passage de l'horloge du passager arrière de l'avion du haut, le long de l'avion du dessous, l'avion B, hein, c'est celui que j'ai représenté en dessous, a pris
bah, il a pris, comme je viens de dire, une unité de temps, hein, puisque son horloge est passée de 3 à 4. Bon, cette mesure de temps, elle a été faite, c'est une mesure de temps, une mesure de durée précisément. Cette mesure de durée, elle a été faite en utilisant 2 fois la même horloge. Il y a une indication de temps de départ, une indication de temps d'arrivée, 2 fois avec la même horloge. L'horloge du passager arrière de l'avion du haut. D'accord ? Bon, ben, quand on fait une mesure de temps comme ça, en utilisant 2 fois la même horloge, on dit qu'on a obtenu une durée propre. Donc, cette mesure a nécessité 2 fois la même horloge, et donc c'est ce qu'on appelle une mesure de temps propre. Bon, voilà une notion qui en principe est expliquée en terminale. Je ne sais pas si on l'explique comme ça. Voilà, la définition d'une mesure de temps propre. Bon, maintenant, si on se place dans l'avion du bas, l'avion B, on peut regarder combien de temps a pris ce passage. Le passage du point rouge de l'avant à l'arrière. Eh bien, c'est à l'instant 1 que cette coïncidence a eu lieu. Ce n'est qu'à l'instant 4 que cette coïncidence a eu lieu. Dans l'avion du bas, c'est à l'instant 4 qu'on voit le point rouge à l'arrière. C'était déjà à l'instant 1 qu'on voyait le point rouge à l'avant. Autrement dit, ben, le temps qui s'est écoulé pour ce même passage de l'horloge arrière de l'avion du haut, le long de l'avion du bas, ce temps, il vaut 4 moins 1, c'est-à-dire 3, en unité arbitraire. Donc, d'après les horloges de l'avion B, ce passage a pris 3 unités de temps. Or, cette mesure de durée, elle a été faite ici, quand on est dans l'avion du bas, elle a été faite avec 2 horloges différentes, 2 horloges distinctes. Quand on dit qu'il est 1 heure, 1 seconde, ce que vous voulez, c'est avec cette horloge qui est à l'avant qu'on a pris cette indication. Et quand on dit qu'on est à l'instant 4 ici, c'est avec l'horloge arrière, là où a lieu cet événement, croisement. Je vous rappelle que les avions, ils sont infiniment proches, ils se rasent, ils se frôlent. Donc, ce croisement-là, il a lieu à l'arrière. C'est pour ça qu'on prend cette horloge-là. Donc, ces 2 indications, 1 et 4, elles sont prises sur 2 horloges différentes. Ce sont 2 horloges différentes qui permettent de faire la mesure de durée, ici. Alors, je finis juste ma phrase et je vous réponds. Donc, d'après les horloges de l'avion B, ce passage a pris 3 unités de temps. Cette mesure a nécessité 2 horloges différentes. Et dans ce cas, on parle de mesure de temps impropre, TI. C'est ce qu'on note malheureusement en terminale dans les programmes durée mesurée. Voilà, ça c'est pas un terme de relativité. Donc dans tous les livres de terminale qui se conforment au programme, il y a marqué durée propre et durée mesurée. Et durée mesurée, ça ne veut rien dire. Vous pouvez mesurer, quand on fait la mesure là-haut, dans l'avion du haut, c'est une durée propre qu'on mesure, mais c'est bien une durée mesurée aussi. On mesure une durée propre, d'accord? Donc ne dites pas durée mesurée, ça ne veut rien dire. Vous avez une durée propre qui est définie par 2 indications de la même horloge, et sinon, c'est tout à fait logique d'ailleurs en français, si ce n'est pas propre, c'est impropre. Voilà. Donc, durée propre, 2 indications de la même horloge, durée impropre, 2 indications ont été nécessaires pour faire le calcul de durée à partir de 2 horloges différentes. Elles sont Alors attention, oui, attention aux synonymes là. Quand je dis 2 horloges différentes, ce sont, du point de vue de leur constitution matérielle, de leur construction, ce sont 2 horloges qui sont parfaitement identiques. Sinon tout ça n'aurait aucun sens, aucun intérêt. Elles sont parfaitement identiques. Mais ce sont 2 horloges distinctes. Il y en a une que vous avez peut-être peinte en vert et l'autre peinte en rouge. Vous êtes d'accord que pour autant, si vous prenez 2 horloges absolument identiques qui sortent d'usine, vous les posez sur la table, vous en peignez une en vert, l'autre en rouge, c'est bien 2 horloges distinctes. Mais elles vont donner toujours les mêmes indications, elles seront toujours synchronisées dans mon référentiel. D'accord ? C'est ça que je veux dire quand elles sont différentes. J'ai utilisé 2 horloges distinctes. C'est tout. Donc, conclusion. Faites là la conclusion. On a une durée propre et une durée impropre. Qu'est-ce qu'on peut dire alors ? Quelle est la plus grande entre la durée propre et la durée impropre ? C'est la durée impropre. D'accord ? Et précisément dans cette situation,
ce qu'on vient de voir, c'est que la durée impropre, c'était 3, et la durée propre, c'était 1. D'accord? Donc, conclusion, on peut mettre TI supérieur à TP, ça c'est toujours vrai. Et dans cette situation précisément, on a TI qui vaut 3 fois TP. TI égale 3 fois TP. Alors le 3, ça vous dit pas quelque chose? Ça vous rappelle pas quelque chose, 3? C'est ce qu'on avait, c'est le facteur 3 qu'on avait aussi entre les longueurs. Simplement, la longueur impropre, c'était la longueur propre sur 3. Voilà, tiens, c'est le même 3. On va se dire, un coup de bol. En fait, si on refait le raisonnement avec d'autres indications des horloges, on conclurait aussi à la même chose. On tiendrait toujours le même facteur pour les longueurs et pour les durées. D'accord? Donc, dans les calculs, il va falloir tomber là-dessus. C'est ce qu'on appelle le facteur de Lorentz. Je ne sais pas s'il est nommé comme ça dans le programme de terminal. En tout cas, c'est ça. C'est le même facteur qui intervient pour les longueurs et pour les mesures de durée. Pour être sûr, ce qu'on a trouvé à la fin, c'est que dans le référentiel de la graphe, le temps s'écoule moins vite dans la zone des trucs, c'est ça? Alors, c'est très bien que vous disiez ça parce que c'est tout à fait faux et il faut absolument... Non, mais parce que c'est une erreur que vous allez refaire plusieurs fois et donc je vais insister là-dessus. Je peux avoir donné l'impression, malheureusement, de dire ceci. Dans le référentiel de l'avion du bas, le temps s'écoule moins vite. Je pourrais donner l'impression d'avoir dit ça. Alors ça, c'est forcément faux parce que dit la relativité? La relativité, le premier principe de la relativité dit que tous les référentiels sont équivalents. Donc je peux dire la même chose dans l'avion du haut. Dans l'avion du haut, le temps s'écoule moins vite que dans l'avion du bas. Donc il y a une contradiction dans les termes. C'est contradictoire. D'accord ? On ne peut pas comparer deux référentiels l'un par rapport à l'autre. Ce n'est pas ça que j'ai fait. Il faut bien faire attention à un truc ici, c'est que quand j'ai parlé de temps propre, j'ai utilisé 2 fois la même horloge. Et donc, je compare en fait une mesure qui est faite 2 fois avec la même horloge avec une mesure qui est faite avec 2 horloges distinctes. C'est ça qui est essentiel. Donc, ce n'est pas comparable. Ce sont 2 façons différentes de faire des mesures de temps. Alors, quand on est en mécanique classique, ça ne pose pas de problème parce qu'il y a un temps absolu. En relativité, c'est une différence qui est cruciale. C'est là qu'il y a une différence. C'est qu'il y a 2 façons différentes de mesurer le temps. Soit j'utilise la même horloge, soit j'utilise 2 horloges différentes. D'accord ? Et c'est ça qui fait la distinction entre temps propre et temps impropre. Mais je n'ai jamais dit que le temps s'écoule moins vite dans l'appareil du haut par rapport à l'appareil du bas. D'accord ? Parce que c'est trop vague, on ne peut pas dire dans le référentiel de l'avion du bas, dans le référentiel de l'avion du haut. Non, il faut préciser quelles sont les horloges qu'on a utilisées. Tout ce que j'ai dit, c'est qu'une mesure de durée impropre donne toujours un résultat supérieur à une mesure de durée propre. Durée propre, 2 fois la même horloge. Durée impropre, 2 horloges différentes. Et donc là, on n'a pas de phénomène de dilatation du temps comme ils ont des vitesses. Alors, c'est ce qu'on appelle, cette formule-là, c'est ce qu'on appelle la formule de dilatation du temps. Mais attention à utiliser avec précaution cette expression, d'accord ? Parce qu'on ne peut pas dire justement ce que vous avez dit, le temps s'écoule moins vite dans l'appareil du bas. Puisque justement, je peux faire le même raisonnement dans l'appareil du haut. Ça, c'est une affirmation qui est absolue. Le temps s'écoule moins vite dans l'appareil du bas. Alors, ceci dit, je sais d'où vient cette erreur. Bon, déjà, elle vient de l'intuition, puis elle vient du fait que dans les livres de terminale, on voit cette phrase. Voilà. Il y a cette phrase qui est écrite en toutes lettres et qui est fausse. Hein. Alors, le champion de la fausseté dans le chapitre de relativité, c'est le Bordas en terminale. Je ne sais pas si vous avez la malchance de tomber là-dessus. C'est une horreur. Alors, bon, vous aviez votre prof qui vous avait fait un cours. Peut-être que heureusement, il ne s'est pas servi de ce livre-là. Mais enfin, vous pourrez regarder, une fois que vous aurez fait ce chapitre relativité, vous pourrez revoir le Bordas terminal. C'est complètement fou.